vraiment réussir sans nous perdre? C'est la question qu'on va poser aujourd'hui à notre invité. Des décennies aux manettes d'IBM, de General Electric Capital France, devenu administrateur engagé dans la société civile, Thierry partage sa sagesse au quotidien. Thierry Willem, avant-gardiste, témoigne depuis plusieurs années que la performance durable passe par ce qu'il appelle la juste bienveillance. Ni mièvre, ni bisounours, mais exigeante. Que le langage qu'on emploie au travail dit tout de l'intention réelle qu'on y met. Que diriger, c'est aussi accepter ses propres vulnérabilités. Quoi de mieux pour un épisode sur un bout de tafle pour le cycle des décideurs. Bienvenue Thierry. Bonjour Boutena et merci pour cette très jolie introduction. Peux-tu nous dire ce que tu as ressenti vraiment quand tu étais à la tête de GE? Écoute, c'est ce que j'ai essayé ou ce qui m'a été amené ou apporté de ressentir à peu près dans tous les jobs que j'ai faits. J'ai toujours pensé que j'avais un des plus beaux jobs du monde, c'est-à-dire que le métier que je faisais était un beau métier et que j'étais chanceux de l'avoir. Donc j'ai toujours vu ça et c'est toujours ça qui m'a guidé, plutôt de l'optimisme. Plutôt de l'optimisme et de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, absolument. Tu peux nous décrire tes journées, à quoi elles ressemblaient dans cette folie un peu à l'anglo-saxonne, mais aussi pour comprendre à quoi ressemble un quotidien du dirigeant? Alors écoute, j'ai une anecdote qui est assez frappante. Pourquoi? Parce que c'est souvent que l'extérieur qu'on peut te juger ou te donner un effet miroir. Et un jour, je ne sais plus pour quelle raison, l'école devait être en grève ou je ne sais plus pourquoi. En tout cas, j'avais mon petit garçon, sa maman était très occupée, et donc je lui dis, bah, c'est pas grave, je l'emmène au bureau, puis il restera Oui. avec moi, etc. Donc il est resté dans mon bureau, Ouais. sagement, à dessiner, etc. Et il m'a fait le retour suivant. Il m'a dit, quand on lui a demandé, qu'est-ce qu'il fait papa dans la journée? Bah, papa, il parle avec des copains, il s'amuse. Alors, il y en a un, il lui a parlé sévèrement, hein. Mais quelque part, je pense que le rôle du dirigeant, c'est d'interagir avec l'ensemble des collaborateurs, des clients, des partenaires commerciaux. Donc, aucune idée de quels étaient les copains que voyait mon fils, mais que ce soit dans les réunions que j'avais dans mon bureau, que ce soit les gens que j'avais au téléphone, et ça pouvait être des clients, etc., si tu ne considères pas que les gens, ça peut être des amis, si tu les aimes pas, tu sais, j'aimais bien, on me demandait qu'est-ce que c'est que le triple A dans la banque. Hein, la France était triple A, J à l'époque était triple A. Bon, ni l'un ni l'autre ne le sont plus, mais c'est la meilleure notation financière. Et moi, j'aimais bien dire, c'est agir, apprendre et aimer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, j'ai fait plein d'erreurs, hein, qu'on soit clair. Mais c'est quand même ce que j'ai essayé de faire. Et c'est vrai que j'aimais mon job, mais je l'ai aimé, quels que soient pratiquement tous les jobs que j'ai faits. Parce que j'avais une certaine passion pour ce que je faisais et la passion entraînait le bonheur. C'est rare qu'on puisse parler aujourd'hui d'amour du travail. On cherche à réenchanter le travail, à trouver la valeur travail, à encourager les gens à travailler plus pour gagner plus. Mais on ne parle pas d'amour du travail. Je ne sais pas si je parle d'amour du travail. Je parle à l'Institut du travail réel dont tu fais partie. On creuse pour savoir ce qui est important dans le travail. Et il y a un des psychosociologues dont on s'inspire qui dit « bien-être, c'est bien faire ». Et trouver le bonheur, c'est avant tout, ça passe par le bien-être. Et si on fait bien les choses, c'est-à-dire que si on sert bien ses clients, si on sert bien ses collaborateurs, si on sert bien son actionnaire, ses partenaires, la notion de servant leadership, moi, ça m'a toujours inspiré et permis de faire du résultat. Et c'est pour ça, dans le livre que nous avons coécrit, on a dit la juste performance, la juste bienveillance pour une entreprise performante. Parce que quand on est bienveillant, et tu l'as dit joliment dans ton introduction, pas au sens de la complaisance, mais une bienveillance qui embarque de l'exigence, eh bien, automatiquement, on a de la performance. Est-ce que tu as eu des moments où vraiment tu as ressenti que tu faisais mal ton travail ou que tu étais empêché sur ton travail? Parce qu'on parle souvent de dissonance décisionnelle des
des décideurs, euh, qu'ils ont des actionnaires à qui répondre. Est-ce que toi, tu t'es senti tiraillé dans cet attachement à ton travail? Écoute, quand je me suis senti tiraillé, c'était pas forcément du fait de mes actionnaires qui, des fois, me demandaient des choses qui étaient en dissonance, mais j'y reviendrai. Ce qui m'a le plus, si tu as avec du recul, Mm. et c'est vrai que les Anglais disent with the benefit of insight, si on avait su avant, Mm. ce qui m'a le plus tiraillé, c'est euh, des fois de ne pas assez écouter les gens avec qui j'étais. Et peut-être des fois, si tu veux, selon certaines personnes, d'avoir un biais cognitif par rapport à certaines personnes, de dire oui, de toute façon, celui-là, il va encore me raconter des bêtises. Mm. Et ça, je l'ai fait, si tu veux, et je m'en suis voulu. Donc ça, si tu veux, c'était pas de la bienveillance. Et je peux m'en vouloir par rapport à ça. Mais pour revenir plus précisément à ta question, oui, bien entendu, j'ai eu des patrons et des actionnaires qui m'ont dit Thierry, il faut que tu fasses ça et ça, et qui correspondaient pas à ce que je voulais faire. Euh, J'étais plutôt une tête de cochon. Et non, mais On dirait pas. il y a un moment. Non, mais si tu veux, si tu veux être heureux, il faut aller au bout de ses convictions. Sinon, si tu casses ta conviction, tu casses ta passion. Donc, il m'est arrivé, une fois, il m'est arrivé d'aller à Londres rendre mon badge à mon patron américain pour lui dire si c'est ça, je démissionne. Il m'a dit Quel non, est? non, Ah. non, il faut pas. Bon, bah, ok, on est d'accord qu'on est d'accord. Et j'ai eu la chance. J'ai eu la chance aussi de travailler pour des sociétés américaines où, c'est ce qu'on prône aussi à l'Institut du travail réel, c'est qu'on peut avoir de la confrontation. C'est qu'on peut accepter un avis différent. Le we agree, we disagree, il est très vivant dans ces entreprises. Alors on sait que, et j'ai eu pas mal de patrons américains qui m'ont dit, bon Thierry, on n'est pas d'accord, tu fais. Globalement, si tu te plantes, c'est ton remplaçant qui fera. Mais globalement, ça a plutôt marché parce que je le faisais avec mes équipes. J'ai rarement pris de décision tout seul. À un moment, quand il fallait trancher, mais on la construisait ensemble, le plus proche possible du terrain. Là aussi, c'est ce qu'on prône, le principe de subsidiarité. C'est celui qui fait, qui sait. Donc, on allait toujours voir, j'allais toujours voir les clients. Donc, par rapport à ça, si tu veux, donc j'ai eu effectivement, une fois, j'ai proposé de rendre mon batch. D'autres fois, j'ai dit, bon ben, tant pis, on fera pas le trimestre, mais on forcera pas cette affaire-là parce que si on fait ce coup-là, un directeur commercial me dit, ouais, mais là, on peut faire un truc. Non, c'était pas bon pour le client. Donc, on l'a fait le trimestre d'après pour plein de raisons. J'ai pas fait mon trimestre. Mais la vie, elle est longue. Et la difficulté qu'on a de plus en plus, c'est le court terme. Donc, ce qui m'a le plus gêné, c'était le court-termiste des objectifs. Ça, effectivement, c'est ce sur quoi j'ai le plus lutté. Parce que si tu veux construire, et notamment de la bienveillance, il faut du temps. Si tu veux de la performance, il faut des équipes mixtes. Je fais pas mal de conférences sur la performance grâce à la différence. Mais j'y crois dur comme fer. Quand je suis arrivé chez J Capital, il y avait un codir avec 12 hommes, une femme. Et la pauvre, elle était obligée d'agir comme un homme. Parce que sinon, plus état d'esprit très macho, très franco-français, J avait acheté l'entreprise, donc il n'y avait pas encore les valeurs les belles valeurs qui étaient celles de General Electric à l'époque. Et c'était sexiste, macho, etc. Quand j'ai quitté, il y avait un comité, il y avait un COMEX où il y avait 3 hommes, 3 femmes, 4 nationalités. En France, on parlait tous français, etc. Mais on avait vraiment une mixité et on avait des très, très bons résultats. Et ça, je ne le dis pas pour me vanter, j'ai eu la chance en tant que dirigeant de voir la fin, c'est-à-dire qu'une entreprise, tu ne sais pas ce qu'elle vaut jusqu'au jour où tu la vends. Et comme le groupe General Electric, à un moment, a décidé de vendre l'activité financement, j'ai vendu les entreprises que je dirigeais, qui constituaient J Capital. Et pour toutes les entreprises, il y en avait 4, j'ai pu exiger des repreneurs non seulement qu'ils la payent avec un gain pour l'actionnaire, et tant mieux pour J, hein, une entreprise, Oui, c'est fait pour de la performance financière aussi, mais surtout, nous avons pu exiger avec l'équipe qu'on reprenne 100% des collaborateurs dans les mêmes conditions, qui étaient des bonnes conditions. Donc ça, c'est la preuve d'une vraie performance, mais qu'on avait construit avec les équipes et qu'on avait construit avec un comité de direction où il y avait une vraie diversité qui amenait une vraie créativité
On a fait de très, très belles choses. Bon, maintenant qu'on a adressé l'éléphant dans la pièce, Oui, ça permet aussi de pouvoir comprendre ta perspective, mais euh, d'une certaine manière, est-ce que tu penses que la difficulté de l'exercice aujourd'hui du dirigeant, c'est cette nécessité d'avoir à définir des objectifs? Est-ce que tu es arrivé à te fixer les bons objectifs? Même tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait des moments où tu savais que voilà, tu sacrifies un trimestre. Comment tu t'y prenais dans la définition? Parce qu'il y a du coup des décideurs qui, eux, préfèrent sous-estimer des objectifs pour les atteindre. après, je crois que c'est une question aussi d'ambition. Euh, Si j'ai pu progresser dans ma carrière, c'est que je me suis toujours fait accompagner par un coach. Et j'ai toujours fait coacher aussi la dynamique de mes comités de direction ou de mes équipes à l'époque où j'étais jeune manager. Et dans les années 90, le coaching n'existait pas en entreprise. Ça existait pas mal aux États-Unis, ça Alors, commençait, ça commençait voilà, à arriver aux voilà, États-Unis, exactement. donc Par le sport. par le sport. Et donc, à l'époque, on a fait venir chez IBM en France, on a fait venir des coachs du sport. Je me souviens, c'était un monsieur extraordinaire qui coachait l'équipe de France de rugby et l'équipe de la Coupe de l'América, du défi de la Coupe de l'América. Pas avec beaucoup de succès pour la Coupe de l'América, mais lui, son rôle, c'était le coach mental. Et j'ai même embauché dans mes équipes le capitaine. J'étais à Rouen. Et à Rouen, quel est le sport qui, à l'époque, était merveilleux? C'était le hockey sur glace. Ils étaient champions d'Europe de hockey sur glace. J'ai vu qu'il y avait un statut qui s'appelle sportif de haut niveau avec l'État, où le sportif de haut niveau vient dans ton équipe. Il travaille quand il n'est pas en compétition, en entraînement, etc. Donc pas beaucoup, quand c'est des sports très exigeants. Mais l'État te rembourse les journées où il n'est pas là. Donc c'est un truc super. Et donc, tout petit à Rouen, j'étais jeune manager, j'ai dit, il y a un truc qui existe, je veux celui-là dans mon équipe. Et si tu veux, on était après dans une mentalité de sportif. De sportif en disant, on a envie de le gagner, le match. Aussi difficile soit-il. Et on sait très bien que des fois, on est en deuxième division, on va jouer contre la première division. Ben, tu n'as qu'une envie, c'est de gagner. En ce moment, on vit une crise assez terrible. Moi, j'ai connu en tant qu'établissement financier la crise de 2008. Oui. Ce qui a sauvé les banques en France, c'est l'État qui a, avec la Banque de France et la Banque centrale européenne, donné du cash. Une banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de l'argent, elle le transforme, elle le revend plus cher. C'est simple. La matière première, c'est l'argent. J'étais de J Capital, on n'avait plus de cash. On n'avait plus de cash. Et donc, j'étais pratiquement en phase de dire, il va falloir arrêter le business. D'ailleurs, un de mes patrons américains m'a dit, t'arrêtes de financer. J'ai dit, no way, il y a d'autres solutions. Je ne les connaissais pas à l'époque, mais j'avais une équipe intelligente. Et on a trouvé des solutions. Alors, on a diminué de manière drastique. On a arrêté les nouveaux financements, on a réduit la voilure au maximum. Mais c'est comme un bateau, tu peux passer les tempêtes avec une voilure minimum ou te dire, de toute façon, on n'y arrivera pas parce que c'est foutu. Il faut se laisser porter. Non, justement pas. Non, mais dans le sens, il faut alléger le bateau autant que possible et perdre le moins d'énergie possible à résister la tempête. Il faut laisser la tempête faire le travail. Dans ce sens-là, on est tout à fait d'accord. C'est qu'il y a un moment donné, si tu ne peux pas remonter contre le vent, il faut rentrer dans l'œil du cyclone et faut le temps que ça se passe. Le temps que ça se passe, et après, tu reconstruis. Exactement. Mais si tu veux, c'est terrible parce que j'ai lutté contre mes actionnaires américains quand ils m'ont dit on ne donne plus d'argent. Et quand, effectivement, la crise est passée, il y a un des trois business, une des trois sociétés qui avait beaucoup souffert. Beaucoup de clients étaient partis parce que les autres banques finançaient et nous, on réduisait. Et du coup, le même patron américain me dit, bon, Thierry, écoute, là, vu le niveau auquel vous êtes tombé, c'est probablement ton business perd de l'argent maintenant. Il faut mieux le fermer. Et j'ai dit non. Et on est allé avec une équipe aux États-Unis lui expliquer pourquoi on allait reconstruire ce business. 2008, on vend en 2016. En 2016, on l'a vendu dans les conditions que je t'explique, avec un gain pour actionnaire et 100%. On a mis un certain temps. Est-ce que tu vois aujourd'hui des paramètres qui sont proches de ce qui s'est passé en 2008? Parce qu'on a la mémoire courte et on a malgré tout
c'est même peut-être l'une des critiques de ce qui s'est passé en 2008, Ouais. c'est qu'on a voulu endiguer. Et donc maintenant, aujourd'hui, on paye le prix d'une certaine manière du quantitative easing et d'autres techniques qui ont été nécessaires. Il fallait sauver le système économique Oui, et le bien sûr. tissu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des signes avant-coureurs, que ce soit dans la bulle IA ou même sur la question de la chaîne d'approvisionnement? Enfin, Non, comme tu dis, on a un risque fort pétrolier. Et dans quel cas, moi je te disais, ce qui était le fuel de mon business, c'était l'argent. Le jour où on n'a plus de pétrole, là, enfin, je n'y crois pas qu'il n'y ait plus de pétrole. Mais ça va être très compliqué. Mais ça va être très compliqué. On est quand même, je fais partie des premières générations qui n'ont pas connu de vraie guerre, si tu veux. oui. Or, mes parents, c'était pas, il manquait pas de pétrole, il manquait de tout, ils ne mangeaient pas. Maman, elle n'a pas pu grandir parce que quand tu es ouvrier en ville pendant la guerre, tu n'as rien à manger. Tu n'as rien à manger. Tu as un morceau de pain comme ça. Elle me l'a dit X fois d'ailleurs. Elle m'a élevé durement et elle a certainement bien fait en tout cas. Mais quand tu as connu ça, si tu veux, et moi je ne l'ai pas connu, mais j'ai été élevé dans cet esprit, donc je l'ai compris, je l'ai intégré, ça fait partie de moi. Puis autre chose que j'ai connu aussi, et j'ai été très malade à l'âge de 20 ans. Et quand tu guéris, tu te dis, mais finalement, je suis en bonne santé. Alors tu sais quoi, le business, bah, C'est que du business. tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu as de quoi manger, tu as de quoi, etc. Donc, oui, c'est très dur, oui, et effectivement, j'étais patron, et il y a des gens qui, effectivement, c'est très difficile pour eux. Quand les gilets jaunes, etc., c'est parce que certains, ils n'en peuvent plus, il faut le comprendre aussi, hein. Donc, je veux pas avoir l'air d'être le patron qui dit c'était Non, facile. et Mais mes parents étaient ouvriers. Je crois que j'ai appris à faire les choses, mais ils se sont bagarrés pour en sortir. Ils m'ont transmis cet esprit du sport, justement, pour faire le maximum pour gagner dans l'adversité. Faire le maximum parce que l'adversité, elle sera partout, de tout temps. Et aujourd'hui, si tu veux, j'entends qu'on est en guerre, j'entends tout ça. Globalement, il y avait un joli livre qui était sorti sur une expression que j'aime beaucoup. On entend l'arbre tomber, mais pas la forêt pousser. D'accord ? Il y a des forêts qui poussent. La malnutrition, par rapport à il y a 30 ans ou quand j'étais petit, c'est le jour et la nuit. Les gens qui meurent de faim, il y en a beaucoup, beaucoup moins dans le monde. Alors, encore une fois, tant qu'il en reste, c'est atroce. D'accord ? Des gens en dessous du seuil de pauvreté, il y en a moins. Alors, bon, là, il va en avoir plus à des endroits donnés, si tu veux. Mais, et des guerres, il y en a beaucoup. Là, elle est pas loin de chez nous et puis elle est très, très ennuyeuse. Donc, oui, on se sent plus concerné. Mais globalement, je pense que dans toutes les époques, il y a eu des choses qui étaient beaucoup plus difficiles, beaucoup plus terribles que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, même si pour les gens qui les vivent, j'ai une compassion énorme parce que je les plains de tout mon cœur d'être sous les bombes. Mais il y a une forme de... je comprends ton point, c'est que on fait partie de générations avec S, Oui, qui sont d'une certaine manière bénies, oui, qui ont connu le confort de la croissance, le confort de l'électricité, le confort de l'eau, le confort d'Internet. Même pendant la période de Covid, ça a été confortable au point que... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on ne sait plus sortir de sa zone de confort? je pense effectivement que aujourd'hui, le sens de l'effort qui amène à la joie, on l'a un peu oublié. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'apprenne cela. Qu'est-ce que la joie? Regarde, dans les grands moments de ferveur, Coupe du monde de foot, la France gagne. Tout le monde est dans une joie de folie. D'accord. Mais quel effort il a fallu à cette équipe, à ces entraîneurs pour y arriver, les jours d'entraînement, ou comment ils se sont fait engueuler par les entraîneurs à la mi-temps. Parce que dans la bienveillance, dans le livre, j'explique, puisque je fais témoigner un entraîneur de rugby qui dit deux choses. Il dit, moi j'ai deux mots, bienveillance et exigence. Parce que si tu n'es pas exigeant, tu ne pousses pas les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes
pour se réaliser. Il faut aller le chercher, le meilleur de soi-même. Quand tu joues du piano, si tu ne fais pas tes gammes, eh ben, tu seras jamais, Oui. tu prendras jamais ton pied à jouer du piano, tu vois. Donc, c'est le sens de l'effort qui mène à la joie. Il y a deux choses qui mènent à la joie, c'est donner, aimer et grandir, apprendre et le sens de l'effort. Mais du coup, toi, d'une certaine manière, en recrutant des professionnels du coaching, c'est- tu t'es appuyé sur cette expertise-là pour ton mode de management, d'une certaine manière. Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a le management en mode coaching qui Mm. pousse à l'écoute. Et tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai fait une confidence, c'est là où, originellement, j'étais pas bon. Je suis très passionné, mais des fois, j'écoutais pas assez les gens. Et puis, certains en particulier, je disais, oh, de toute façon, celui-là, il a déjà... Une personne qui avait dit une bêtise, et c'est pas bien. Alors, bien sûr que s'il dit que des bêtises, il est plus à sa place. Faut aussi... Et la bienveillance, c'est de savoir sortir la pomme pourrie du panier, hein. Là aussi, c'est ma grand-mère. Tu as une pomme pourrie, tout le panier est pourri. Mais au-delà de ça, si tu veux, pourquoi je prenais un coach? C'est le Socrate, connais-toi toi-même pour mieux se connaître, pour mieux me challenger, pratiquer cette fameuse maïotique. Je parle des coachs de haut niveau, si tu veux, des gens, parce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de tout, si tu veux, dans ce monde-là. Mais quand tu prends des coachs de haut niveau qui te poussent dans tes retranchements et qui disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu as dit ça? Mais là, tu me dis ça et l'autre jour, tu m'as dit ça, Thierry. Parce que la difficulté d'un patron, c'est un peu la solitude. Et avoir quelqu'un qui est... alors, des fois, tu peux avoir des gens comme ça dans ton équipe. C'est super d'avoir le fou du roi, quelqu'un Ouais. qui dit, etc. Mais malgré tout, c'est souvent quelqu'un qui te reporte, ou c'est quelqu'un qui est au même niveau, qui n'ose pas, parce que... Oui. Il y a des enjeux politiques aussi qui Voilà. rentrent en jeu. Alors qu'un coach, il est vraiment extérieur, il a une clause de confidentialité totale, et lui, il va te dire... Tu sais, il y a cette expression qui dit un ami, c'est quelqu'un qui vous dit quand vous avez mauvaise haleine. Bon, c'est pas totalement faux, hein. Le coach, il va te dire des choses qui te font pas plaisir. Et tant mieux, parce qu'en te faisant pas plaisir, tu te remets en cause. Je pense que plus que toujours, par rapport à ce qui nous arrive, tu parlais du contexte politique, macroéconomique, etc. Mais il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ça. Je crois que plus que jamais, il faut se remettre en cause, il faut se reposer les bonnes questions. Et puis, avoir cette bulle avec le coach, tu prends du recul. Aujourd'hui, on souffre de ne pas savoir prendre du recul. Mais c'est toute la question même de l'entourage du dirigeant, parce que maintenant tu es aussi administrateur, donc tu rencontres des dirigeants avec le miroir et on va dire d'autres vécus, Oui. et tu peux les accompagner dans ce vécu en tant qu'administrateur. Est-ce que tu n'observes pas que finalement, une des problématiques aujourd'hui du dirigeant, c'est qu'il est de moins en moins entouré? Avant, un dirigeant classique, on va dire, de TI ou même de grands comptes, allait avoir un assistant de direction, un bras droit, plusieurs chefs d'équipe qui vont être, on va dire, le middle, la couche moyenne avant d'arriver à ces N-1, N-2, N-3. Donc, même si c'était dur de gérer, ça permettait aussi d'avoir des regards différents et une forme de kaléidoscope, même de perspective. Mais on est entré depuis plusieurs années dans une organisation lean, dans des organisations de plus en plus fines, de plus en plus minces. Oui, j'ai deux réponses. La première, c'est que justement, c'est là où prendre un coach extérieur, c'est assez extraordinaire. Et pour le prix que ça a, etc., tu as un retour sur investissement. Enfin, écoute, nous, régulièrement, on prenait des paris avec mes équipes, mais parce qu'on était accompagnés et qu'on savait créer la cohérence. Il t'aide à créer, parce qu'il t'aide individuellement, mais il t'aide aussi en collectif. Donc, tu as le coach, mais par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'à un certain niveau, on avait... moi, j'avais des fois 2 assistantes pour les plages horaires, etc. Oui. Donc, ça aide beaucoup, mais il n'empêche. J'étais manager première ligne, j'avais 8 collaborateurs et pas d'assistante, rien du tout. On fallait se débrouiller. Donc, bon. Oui. Eh bien, à ce moment-là,
Tu demandes, alors on a très vite pris un coach, mais deux, tu fais rentrer des gens, tu demandes à tes gens qui sont chez toi, quel est ton avis? Tu te fais coacher par quelqu'un. Et Oui, moi, si tu veux, comme j'avais fait rentrer ce sportif de haut niveau, c'est lui que je faisais venir. Lui, il avait une vue moitié extérieure, puisqu'il n'était pas là la moitié du temps. oui. Et il me challengeait beaucoup. Donc après, si tu veux, c'est plus la démarche qui prend du temps de se dire, Oui. je vais demander aux autres. Tu vois, aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants et avec ma compagne qui est coach. Et on fait un exercice qui est d'une simplicité, mais comme souvent, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Ça s'appelle ce qu'on avait inventé chez G, parce que G a été très très bon sur les ressources humaines, New Leader Assimilation. On prend un patron, un directeur de groupe, de division, peu importe, et au bout de 6 mois, 30 jours à 6 mois, on fait venir son équipe, et il n'est pas là, et à deux coachs et le coach, on demande aux équipes, qu'est-ce que vous savez sur lui? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'est-ce que vous feriez si vous êtes à sa place? Et on note tout ça. Et il revient et on lui dit, ben voilà, le retour pour ton équipe. Mais moi, je l'ai pratiqué, j'ai eu la chance de le pratiquer chez G. Tu gagnes 6 mois de connaissances et de coopération avec tes équipes, si tu veux. Est-ce que tu notes pas qu'il y a une forme de méfiance dans les équipes aujourd'hui? Il y a toujours eu. Mm. Il y a méfiance parce que tu ne donnes pas confiance. Oui. Il faut apporter sa confiance. Tu sais, tu prends le cas de Jean Valjean, d'accord? Quel bel exemple. Oui, Jean Valjean, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait aucune confiance en lui, d'accord? C'était un moins que rien, c'était un bagnard. À tort, mais peu importe. Donc il sort du bagne, il meurt de faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est accueilli chez l'évêque de Digne, d'accord? Et l'évêque, quand il part, il dit, il y a des chandeliers en argent, je les vole. Il se fait attraper par les policiers qui le ramènent chez l'évêque. Et les policiers disent, monsieur l'évêque, on vient vous ramener ce que ce mauvais homme vous a volé. Que fait l'évêque? L'évêque lui dit, écoutez, bien sûr que je lui ai donné, il ne les a pas volés. Et d'ailleurs, monsieur Valjean, vous avez oublié la soupière en argent. Et il prend sa soupière et il lui donne. Et à partir de ce jour-là, Jean Valjean a pris une confiance en lui qui était la plus totale. Et je vous laisserai découvrir la dans suite Les Misérables. dans Les Misérables. Mais globalement, il a créé une ville entière, il a créé une société, il a su créer une société, une entreprise qui a donné de la richesse à tout un village. D'accord? Un type qui partait de rien parce qu'il a reçu la confiance de quelqu'un. On se doit de la recevoir, mais de la donner. Comme la bienveillance, la confiance, c'est très important. Et ça ne se décide pas, c'est des actes de confiance. Ces derniers temps, même moi, j'ai fait preuve de beaucoup de bienveillance envers pas mal de personnes et je vois bien que voilà, c'est un exercice que de se dire que même quand on trahit ce cadeau de confiance, Ouais. dans le sens où soit on n'est pas à la hauteur, soit on délivre pas d'une certaine manière vis-à-vis de la qualité de la relation, peu importe les raisons. Et c'est un exercice et une foi permanente humaine de se dire, je continue. Parce que peut-être que je perds 8 fois, mais il y en aura 2 où je vais gagner et ça va me rentabiliser pour les 10 fois que j'ai investi dans cette bienveillance. J'y crois totalement. On parlait Victor Hugo, c'est Marivaux qui disait « Dans la vie, il faut être trop bon pour l'être assez ». Et moi, j'ai des fois été trop bon. Dans les choses que j'ai à me reprocher, si tu veux, c'est que des fois, j'ai trop attendu, effectivement, pour virer quelqu'un qui n'avait pas les mêmes valeurs. C'est difficile à dire. Oui, il faut assumer cette décision. Hein. C'est très difficile. Et j'ai souvent trop attendu, tu vois. Avec le recul, oui. J'aurais dû faire plus vite parce qu'en plus, il n'était pas heureux. Oui. Tu vois, parce qu'on ne rend pas service à la personne. Mais non, s'il n'est pas bien, si tu veux, s'il joue. Alors, bon, c'était peut-être à une époque où économiquement ça marchait mieux, mais peu importe.
peu importe, c'est pas un service à rendre. Et puis après, tu laisses une chance. C'est-à-dire que tu as une vraie discussion. Tu dis, écoute, là, ça va pas. D'ailleurs, j'ai remarqué avec mes jeunes étudiants, eux, ils ont cette hypothèse qu'il ne faut pas rester. Que dès qu'on n'est pas bien, on reste pas, peu importe la raison. Et Ouais, d'ailleurs, on a eu tout un débat, que veut dire déjà ne pas être bien? ouais. Et ensuite, partir, mais pour aller où? Est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Et ils sont particulièrement décomplexés par rapport à cet attachement de se dire, on essaie quand même, on tente jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir dans la relation vis-à-vis de mon employeur, de mon N+1, de mon N-1. Enfin voilà, Mm. je persiste. Ouais. Si tu veux, pour avoir vécu des moments difficiles, parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu des managers toxiques Oui. aussi, euh, moi, j'ai souhaité persister. J'ai souhaité persister en disant les chiens aboient, la caravane passe. Oui, c'est... Et j'y crois. Et ça m'a toujours, si tu veux, ce genre de... J'ai eu très jeune, avant même d'être manager, un manager très toxique. Et c'est là que j'ai appris qu'on apprend autant des très mauvais managers que des très bons. Parce que tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et effectivement, lui, il était... Allez, on va rester sur le positif, mais c'en était même une caricature. Donc j'ai beaucoup appris. Mais qu'est-ce que j'ai souffert, si tu veux. J'ai vraiment souffert. C'était long? Ça a duré 18 mois. Oh, je commençais à me dire, bon, bah voilà. Faut laisser tomber. Ouais. Et par chance, j'ai eu un deuxième ligne qui m'a écouté. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais allé voir mon deuxième ligne qui m'avait dit, tu n'as pas le sens de l'État. Bon, ok. Un air de dire, c'est ton manager, t'obéis. Bon, j'ai dit, là, ça devient compliqué. Et puis, par chance, dans les boîtes américaines, les gens tournent beaucoup. Et est arrivé un autre. Et l'autre, il a fait très simple, il a vu les gens, il est allé voir le travail réel. Et le travail réel, ça passe par quoi? Il est allé interroger les gens du terrain, donc il nous a tous interrogés. Et puis, il est allé voir les clients, il a interrogé les clients. Ça a été très vite fait. C'est-à-dire que sur 3, j'avais en plus les grands clients de l'agence. Donc, il était voir les 3 grands clients qui lui ont dit, on travaille bien avec Thierry. Lui, on ne sait pas à quoi il nous sert. Ou, c'est qui dont vous me parlez? D'accord? Donc, tout de suite, le deuxième ligne a vu que ce gars-là ne connaissait pas les clients ou n'était pas apprécié. Et que moi, en revanche, ils avaient confiance en moi. Ils savaient qu'on travaillait et qu'on construisait ensemble. Et ça a été très vite fait. Il a dit, bon, bah, écoute Thierry, ça sera toi le manager bientôt. Donc là, j'ai attendu 6 mois de plus. Et lui a été à Paris faire du marketing. Ça lui allait certainement très bien. Maintenant que tu es administrateur, entre autres, de tes activités, est-ce que tu as 5 erreurs que tu vois chez les dirigeants, que tu ne voyais pas avant? Je pense pas que j'en ai beaucoup que je voyais pas avant. Je pense pas que j'en ai beaucoup que je voyais pas avant. Mais parce que c'est plutôt des erreurs classiques. Et pourquoi, si tu veux, on réfléchit au sein de l'Institut du travail réel, c'est que la vraie erreur principale, c'est de ne pas bien connaître les métiers. Dans mon livre sur la juste bienveillance, il y a plusieurs aspects. On parle de la bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de plus grand que soi, le social, l'environnemental. Mais il y a un axe qui est peu développé sur les ouvrages sur la bienveillance, c'est la bienveillance vis-à-vis du travail. Alors, les gens me disent, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, il ne faut pas confondre les conditions de travail, c'est l'environnement, et c'est bien qu'il y ait des crèches, c'est bien qu'il y ait des bureaux sympas, qu'on soit dans un... C'est important. De la lumière. C'est important. Mais les conditions du travail, c'est quand tu confies une tâche, et que ce soit un ouvrier ou un dirigeant, si j'ai quitté IBM, c'est parce que je n'avais plus les moyens de prendre les décisions que je pensais utiles. On m'a dit, tu n'as plus le droit d'embaucher. Et je dis, mais moi, dans ma division, je gagne de l'argent. Oui, mais il faut être solidaire. Je dis, non, je ne peux pas être solidaire. Tu me donnes des gens des autres. Ben non, il ne faut pas. Donc, on m'a coupé les ailes. Et donc là, comme Guy m'appelait depuis un certain temps, je suis parti chez General Electric. Mais il faut donner les moyens. Là, je n'avais plus les moyens de faire la croissance et la performance que j'aurais pu faire. Je suis allé faire de la performance ailleurs. La vraie bienveillance, c'est
voir le travail réel et dire est-ce que la personne, elle a les ressources pour faire ce qu'on lui demande de faire. Et les ressources, c'est la compétence, la formation, savoir, le métier. C'est le temps qu'il faut. Et là, c'est un gros enjeu aujourd'hui parce qu'on veut tout accélérer, et c'est dur. Et puis, les outils qui vont bien. Et ça, quand Simone Veil allait travailler chez Renault à Billancourt, c'est de ça qu'elle regardait, tu vois. Et c'est ça la bienveillance vis-à-vis du travail. C'est ça le travail réel. Est-ce qu'on va voir ça? Et aujourd'hui, si tu veux, mais comme hier et comme avant-hier, nous n'étions pas assez, parce que j'étais pas non plus un saint, et même si j'allais très très souvent sur le terrain, et beaucoup plus que d'autres. D'ailleurs, en tant qu'administrateur, j'y vais encore, si tu veux. Mais tu vois, je pense qu'il y a 10 ans, les conseils d'administration ne proposaient pas à leurs administrateurs, ou les administrateurs ne demandaient peut-être pas. Moi, j'ai un conseil d'administration qui m'a emmené voir. C'est une boîte qui est superbe, qui s'appelle Sistel, qui fait les systèmes de... quand tu appelles les pompiers, ça passe par eux. Ils prennent tout en charge, etc. Et donc, on est allé dans une caserne de pompiers et on a vu le gars qui recevait l'appel d'un monsieur qui avait une attaque cardiaque et comment il faisait pour trouver le défibrillateur qui allait bien. Que ça, on a compris, on a vu comment ça fonctionnait. Ça, c'est le travail réel. Et si on est patron et qu'on ne va pas voir ce qui se passe sur le terrain, si on n'interroge pas les clients et les gens qui sont le plus proches du terrain, ce principe de subsidiarité, on se trompe. Donc, je crois que c'est de loin la plus grosse erreur. Après, il y a l'exemplarité. L'exemplarité, elle est totale. Tu ne peux pas dire faites ça si tu ne le fais pas. Et c'est très dur. La troisième, et qui est une des plus importantes aujourd'hui, c'est l'humilité. Si tu n'as pas d'humilité et si tu te prends trop au sérieux, déjà ça passait peu dans le temps, mais alors avec les nouvelles générations, t'oublies. Donc, pas trop se prendre au sérieux. Voilà, je crois que c'est ce qui est pour moi le plus important. Et d'ailleurs, j'avais travaillé à un moment, j'avais fait une étude pour le chairman de Dodgy et on était revenu sur... Alors nous, on était dans le domaine financier, on avait aussi parlé de l'intégrité. Mais on lui a parlé d'humilité et d'intégrité comme des grands facteurs qui font que si on n'est pas là-dessus, on se trompe. Mais il y a beaucoup de dirigeants qui le font, mais des fois pas assez poussé, quoi. Ce qui est dur dans un dirigeant, c'est que tu as à tout faire et que même se faire coacher, les gens me disent « je n'ai pas le temps ». Et c'est l'histoire du bûcheron. Le bûcheron avait tant de travail qu'il n'avait plus le temps d'aiguiser sa hache. Se faire coacher, c'est aiguiser sa hache. Et je crois que c'est Abraham Lincoln qui avait dit si on me donne 10 heures pour couper du bois, j'en passerai 2 ou 3 pour aiguiser ma hache. Parce qu'effectivement, quand tu as le bon outil, ça se coupe tout seul. Donc là, tu vois, et là, c'est le travail réel. Ma hache, est-ce qu'elle est aiguisée, tu vois et parce que dans la réalité, dans le travail prescrit, on te dit vous avez une hache et du bois. Mais si tu l'aiguises pas, ça ne sert plus à rien, la hache, elle ne coupe plus. Donc, et ça, faut connaître. Puis, il faut savoir comment l'aiguiser, pour avoir la ficelle qui va bien, si tu veux. Mais se faire coacher, prendre du recul, et c'est de plus en plus dur par rapport à tout ce qui tombe. Je reconnais que quand je vois les dirigeants aujourd'hui, c'était déjà dur à notre époque, mais c'est pas simple en ce moment, avec en plus l'environnement dont tu parlais. Mais on a ce devoir de prendre du recul. On a ce devoir de dirigeant de bien se porter. En fait, c'est l'une de mes difficultés quand j'utilise le mot coacher, parce que je trouve que c'est un mot valise, Oui, alors qu'il accompagner. il pourrait y avoir tant d'autres verbes Oui, qui correspondraient peut-être mieux aussi à la culture française ouais. des entreprises. Ouais. Ça pourrait être effectivement écouter, ça pourrait être Accompagner, j'aime beaucoup. aiguiser. Tenir, oui. J'ai entendu ce verbe Ouais, et je trouve ouais. que c'est plutôt Bien pas sûr, mal, bien aiguiser sûr. son attention. Jean-Pierre Delis, que tu avais interviewé, Oui, disait « je suis un accordeur ». Là aussi, c'est oui, accorder. Le coach permet de t'accorder, oui. de t'aligner, si tu veux. C'est tout ce qui te C'est permet. comme le piano quand on a besoin de bien entendre Voilà. le son. C'est ça, il faut mieux passer beaucoup de temps à l'accorder. Si tu as un beau concert, que c'est un piano désaccordé, tu peux avoir le meilleur jour, ça ne marchera pas. Parce que la réalité te rejoint. Est-ce que ton rôle d'administrateur t'a permis toi aussi d'aiguiser ton attention? J'ai essayé d'aiguiser mon attention, et j'adore ce terme d'attention. J'évoquais Simone Veil, mais elle en parle merveilleusement bien. J'ai essayé dans tous mes métiers d'aiguiser. Donc j'essaye toujours, mais c'est vrai que j'ai la chance,
par la fonction de ne pas être tous les jours dans le terrain. Et donc, des fois, je leur donne des conseils, ils me disent « Waouh, c'est top ». Non, c'est pas top, c'est que j'ai une vie extérieure. Et là, si tu veux, c'est important. Et j'ai toujours essayé, pour te dire, quand j'étais jeune manager, eh bien, j'ai entendu parler qu'il y avait le club des jeunes dirigeants. Oui. Et normalement, que c'était tous des indépendants, des gens. Et moi, j'étais juste manager première ligne chez IBM. Mais je suis allé me présenter. Alors, au début, ils m'ont dit vous n'êtes pas tout à fait le profil. Ouais, mais quand même, regardez ce que je gère, regardez ce que je fais, etc. Ils m'ont accepté. Pourquoi ? Parce qu'on croit à la cross. J'aime pas le terme cross-fertilisation, mais à la rencontre. À la rencontre des connaissances. Tu vois, ce qui est magnifique à l'Institut du Travail Réel, c'est on parle de l'ensemble des disciplines, c'est-à-dire qu'on parle à la fois de l'ergonomie jusqu'à la philosophie, en passant par la psychosociologie. Donc, on réunit les disciplines, on réunit des dirigeants, et tout ça, c'est extraordinaire. Le trophée des entreprises qui justement disent nous, on vient. Et qu'est-ce que ça va permettre, ça ? On apprend de l'autre, on apprend des autres. Et aujourd'hui, c'est fondamental. À l'heure de l'IA, si tu veux, si on n'est pas en ouverture totale, en culture générale, etc., on ne fera pas la différence. Aujourd'hui, quand on m'appelle pour des conférences, une des dernières que j'ai faites, c'était je crois le MBA le MBA de l'EDEC. Je l'ai intitulé « Les intelligences émotionnelles, relationnelles, intuitives et spirituelles au secours de l'intelligence artificielle ». Moi, je n'ai pas envie de la sauver, l'intelligence artificielle. Non, mais c'est... oui, tu as totalement raison. C'est au secours, l'intelligence artificielle arrive, qu'est-ce qu'on va faire ? Au secours. Et au secours, parce que ce qu'il faut sauver avec l'intelligence artificielle, c'est les emplois, si tu veux. Moi, si tu veux, être dirigeant, c'est créer de la valeur, mais créer de l'emploi et les sauvegarder, si tu veux. Et là, les emplois vont être très secoués. Il y a 14 ans, j'étais en activité. Et j'ai fait former l'ensemble de mes managers, 200 managers. Pourquoi ? Il y a 14 ans, comme j'ai été longtemps chez IBM, j'avais eu Watson. Et Watson te montrait déjà à l'époque que si tu avais de l'argent, des gros ordinateurs, etc., mais ce que tu fais maintenant avec ChatGPT, tu avais des diagnostics de médecins qui étaient les meilleurs. Et j'ai dit, mais bon sang, mes analystes crédits, mes trucs, etc., dans 5, 20, 10, dans 5, 10 ou 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus besoin. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fera qu'on sera complémentaire à la machine ? C'est tout ce qui est, à l'époque, je pensais, émotionnel. Et j'ai fait un investissement qui était important, 2 jours de formation pour 200 managers à l'intelligence émotionnelle. Écoutez, les gars, demain, c'est les jobs dans lesquels on fera jouer ce qui est humain, fondamentalement humain, qui va compléter la machine. Le reste, ça sera la machine qui fera. Il faut que vous ayez conscience de ça, parce que moi, dans 20 ans, je ne serai plus aux manettes, mais vous y serez, il faut que vous ayez conscience de ça. J'étais obligé de le faire, parce qu'on parle de l'emploi des personnes. Oui, je trouve que ce qui est très fort avec ton parcours, c'est la puissance de tes intuitions. Avant-gardiste pour le coup, mais tu viens d'ajouter spirituel au MBA. Ils n'ont pas été intrigués. Tu sais, après, quand je fais ce type d'intervention, je donne un certain nombre d'exemples concrets. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a quelque chose que j'adore, si tu veux, c'est que 86% des prix Nobel, toutes catégories confondues, disent qu'ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont et ils n'auraient jamais inventé, trouvé ce qu'ils ont fait sans l'intuition. L'intuition a eu un rôle majeur pour moi. Et j'y crois fondamentalement. Et entre l'intuition et la spiritualité, certains te parlent de la spiritualité, parce que ça peut être une spiritualité liée à une religion, à ta foi, mais c'est quelque chose que tu as en toi. C'est l'âme, c'est pas... La spiritualité n'est pas forcément une question de foi. Non. C'est l'espace. Et d'ailleurs, dans l'esprit bergsonien, et je ne veux pas dire de bêtises, en gros, l'intuition est une forme de méditation. C'est l'espace entre... L'intuition sort d'une forme de méditation. Hein, c'est quand... Méditer, c'est-à-dire
se poser notre conscience. Ce n'est pas Oui, faire du yoga, forcément. euh, Simone Veil disait que ce n'est pas en serrant les dents et En se concentrant, en en se respirant. concentrant qu'on réussira à résoudre un problème de mathématiques, Mm. c'est en laissant toute l'attention par rapport à ce qu'on a appris avant, etc. Et ça va advenir. Mm. Et cette question de choses qui advient et qui a un lien à la spiritualité, qui reprend ce que tu disais sur Bergson, et Mm. pourquoi c'est avec la méditation qu'on va avoir plus de crédit. Méditation qui peut être la prière, qui peut Oui, être... il y a hein. plusieurs formes. Et il y a plusieurs formes, mais avoir en soi quelque chose. Et quand effectivement 86% des prix Nobel te disent bah, c'est mon intuition qui m'a fait arriver là, bon, ça peut se discuter, mais les gens même très terrain te disent bah, et puis tu sais après, des fois l'intuition, t'es gentil de me dire que j'en ai beaucoup, mais quand je te dis pourquoi j'avais parlé de l'intelligence émotionnelle, c'est que j'avais vu Watson. Non, mais c'est pour ça que je disais, il y a parce un que- événement déclencheur. Oui, et là encore, si tu t'ouvres pas à l'extérieur et tu vas pas voir ce qui se passe réellement dans le monde ou dans les autres entreprises, ou etc., eh ben, tu es à côté de la plaque. Et donc, effectivement, je l'avais vu dans les premiers, j'avais compris l'impact dans les premiers, mais il y a beaucoup de gens qui voient, mais qui prennent pas les décisions. Parce qu'il faut, il faut voir, hein, mais il faut aussi agir. Mhm. Hein, Exactement. apprendre à agir, aimer, tu sais, le tripolet. Et derrière, il fallait agir. Je dis, attends, mais ça va condamner les emplois à terme. Bah écoute, il faut les préparer. Il faut les préparer. C'était mon devoir. Alors, on passe au questionnaire de Proust. Si tu étais un outil, Je serais un détendeur. Ça s'appelle un détendeur. oui. Tu sais, c'est ce qu'on met sur les bouteilles de... C'est ce qui régule la pression. Quand tu mets une bouteille de gaz, ça s'appelle un détendeur. D'accord. Et si tu veux, je crois que notre rôle en tant que personne, et en tant que patron et en tant que collègue, c'est d'aider les gens à être à la bonne pression. Parce qu'il y a une pression qui est positive, celle qu'on parlait pour aller gagner le match de foot, d'accord, celle qu'on gagnait pour gagner. Nous, on mettait la pression, je disais à mes équipes, si on fait tel objectif, on va donner 40 000 € à l'hôpital Robert Debré des enfants malades. Waouh, on avait envie de faire les objectifs et on les faisait, enfin, la plupart du temps. Non, mais ça aide ce type de motivation, si tu veux. Donc, ça, c'est de la pression positive. Mais le détendeur, donc, il te met de la pression positive, sinon le gaz, il n'arrive pas. Mais aussi, il évite qu'il y ait une surpression. Et aujourd'hui, il faut faire très attention parce que on est là aussi, et je l'ai fait souvent. Tu me disais, des fois, j'avais des choses qui me tombaient des US et je mettais ça de côté parce que je disais, si j'annonce ça à mes collaborateurs ou mes syndicats, ils vont devenir fous. Donc, je vais prendre et puis, encore une fois, on trouvera une solution, tu vois. Donc, on doit être un détendeur, un ajusteur de pression. Et si tu étais une expression du travail? Écoute, je ne sais pas si c'est une expression du travail, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est celle qui me vient. On a attribué à Malraux cette phrase, certains disent que ce n'est pas de lui, mais le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. J'y crois de plus en plus du fait de l'intelligence artificielle. Que si on ne met pas de l'intuition, de la spiritualité, de tout ça, ça ne se fera pas. Et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. Bah écoute, merci beaucoup Thierry Willem pour ce témoignage, pour ce partage d'expérience. Nous avons goûté un peu à ce que ressemble ta sagesse et nous sommes immensément fiers de t'avoir reçu sur ce podcast À bout de taf. Je vous remercie, chers auditeurs. Je vous invite à lire les différentes références livresques que nous a recommandé Thierry. Et on a eu droit à du Victor Hugo, on a eu droit à du Simone Veil, on a eu droit même à du Bergson. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est le meilleur moyen d'élever nos âmes et de travailler avec le plus de plaisir, comme disait Thierry, et de trouver ce futur désirable qui peut renouer les collectifs. Merci beaucoup et n'oubliez pas de liker À bout de taf, de vous abonner, de partager autour de vous. Nous avons besoin de vous et nous vous remercions pour votre attention. À bientôt. Merci, Boutena.